Du bonheur pour une heure avec Annie, Josiane et Maxime. Voici Bonheur et vice-versa. « 11h31. Vous êtes à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Mercredi, nombril de semaine. C'est Maxime et Annie qui s'amènent pour mettre du bonheur dans votre journée. Et en plus, on amène le printemps. Oui, on l'amène avec nous autres. Hein? C'est nous qui amène le printemps. C'est drôle parce que tu disais tantôt que les gens ont tendance à t'appeler Sunshine. Ben, juste le pariteur Francis. Oui, je le oui. salue si jamais il écoute d'ailleurs. Bonjour Francis. Bon, on espère qu'on est le sunshine de votre journée le mercredi. Alors, bonjour, je suis en compagnie d'Annie Guillemette qui est conseillère d'orientation chez Service Consulte Option. Alors, je suis toujours en fait choyé d'être accompagné d'une conseillère d'orientation pour m'accompagner dans ce trip de radio. Et quel trip! Oui, et quel trip! Quel trip! On remercie d'ailleurs, c'est ça qu'on se disait avant l'émission, Maxime, à quel point l'émission prend plus d'ampleur que ce qu'on avait imaginé même avant de commencer. Le monde de l'orientation répond à notre émission, puis on trouve ça fantastique que les gens nous écoutent et nous envoient leurs commentaires, leurs suggestions. C'est fantastique. Tu as bien raison, Annie. Puis, dans le fond, on vous salue à la maison, ceux qui nous écoutent. On salue la communauté de conseillers d'orientation qui nous écoutent, les étudiants aussi. Puis, tout le reste des auditeurs, on vous aime pareil. Hein, on vous veut. C'est pour vous, cette émission-là aussi. Oui. Et comme je disais, c'est que je trouve ça pertinent d'être entouré de toi, conseillère d'orientation. Moi, je suis étudiant en orientation. Maxime Dumais, animateur pour la prochaine heure. Et je trouve que ça rajoute un petit côté là, pertinent d'avoir vraiment quelqu'un comme toi qui est accrédité, qui fait partie de l'ordre, puis qui peut des fois me ramener à l'ordre si je dis des choses par rapport. C'est ça mon rôle ici. Moi, je ramène à l'ordre. Habituellement, le fun appartient à Maxime, le sérieux m'appartient à moi, faut croire. Bof. On salue Josiane Falardeau, qui est habituellement notre troisième complice, qui est avec nous à toutes les semaines depuis le début de l'émission. Cette semaine, la semaine passée non plus, elle était pas là, elle était absente à cause que c'est tout petit, elle était malade. Puis cette fois-ci, c'est elle. On t'envoie des gros bisous. Ouais. Prompt rétablissement, cher ami. C'est sûr que l'extinction de voix à la radio, c'est pas ce qui passe le mieux. C'est pas la meilleure idée. On pense à toi très fort, tu nous manques. On t'aime, Josiane. Alors, aujourd'hui, à l'émission, on reçoit nul autre que Simon Vivier, qui est professeur à l'Université Laval, qui est chercheur, qui est plein d'affaires. Vous allez voir tantôt, on a des petites surprises pour vous. On a vraiment hâte de le recevoir. On va parler avec lui, en fait, de son sujet chouchou dans ses projets de recherche, qui est la souffrance identitaire de métier. Un sujet qui est sur toutes les lèvres depuis... longtemps, je pense. En fait, c'est beaucoup dans les actualités là, avec Exactement. Les infirmières, les enseignants. Puis là, je sais pas toi, mais moi, dans les journaux, j'en vois passer souvent là, les professeurs. Là, j'ai vu récemment les gens du milieu communautaire. En tout cas, j'en vois quand même passer telle profession aussi est au bout du rouleau, dans Le Devoir notamment. Donc, ça va être d'actualité de parler avec Simon Vivier un peu plus tard dans l'émission. Aussi, on va avoir Émilie Godreau du service de plat de l'Université Laval qui va venir nous parler, en fait, sa thématique se dit comme suit aujourd'hui. T'as peut-être plus de compétences que tu le penses. Alors, à la maison, ça se peut que si jamais vous avez peut-être un peu moins confiance en vos compétences, voilà, elle va vous aider à les valoriser. On vous parle aussi de bonheur tout au long de l'émission. On vous fait entendre la chanson Bonheur de notre invité. Et on commence maintenant avec le mythe de la semaine en orientation. Chaque semaine, on se fait un plaisir. Vice-versa, nous démystifions l'orientation. C'est l'heure du mythe de la semaine. Chaque semaine, on se fait donc un plaisir de démystifier le mythe de l'orientation de la semaine. Cette semaine, en fait, je crois que c'est un mythe qui est plus rapport au monde psychologique. Ouais, développemental, si on veut. On sait que souvent, on associe l'orientation à c'est pour les ados et tout ça. Fait qu'aujourd'hui, je plonge dans un autre mythe qui est l'orientation, c'est pour les ados, pour justement parler de l'adolescence. La crise d'adolescence. La crise d'adolescence. Mythe ou réalité? Absolument. Ben d'abord, j'ai envie de te demander, Maxime, est-ce que tu as l'impression que toi, tu as fait une crise d'adolescence? Eh Seigneur, ma crise d'adolescence a terminé à l'âge de 25 ans, chère Annie. Alors oui. Puis elle a commencé à quel âge? J'ai commencé à me rebeller à l'âge de 14-15 ans, je pense. OK. Ouais. Crise d'adolescence, peut-être secondaire 4-5, là. OK. Avant, j'étais vraiment un petit étudiant modèle et tout. Puis en secondaire 4 ou 5, j'ai commencé à faire quelques folies, là. OK. C'est sortir avant l'âge de 18 ans avec des fausses cartes ou fumer une cigarette en cachette. C'est ça, la crise d'adolescence, se rebeller? Un peu, j'imagine. Ouais. Moi, tu vois, j'ai pas eu ça, une crise d'adolescence, non? vraiment. Non.
Okay. Je me suis un peu rebellée. J'ai commencé à m'exprimer à un moment donné, mais à part ça... Non, j'étais une enfant assez sage, puis j'ai été une adolescente assez sage. On dirait que ça m'étonne pas quand même. Hein? T'as un brin de folie, mais il y a quand même une sagesse derrière cette... Ouais, en fait, j'ai ma propre folie. C'est ça qui arrive. Elle est pas conventionnelle comme la folie des autres, je pense. Alors, est-ce que c'est un mythe ou une réalité, cette crise d'adolescence? Ben, en fait, si je te posais la question, c'est parce que c'est un mythe qui est quand même bien implanté. Puis même, il y a des... dans les films, dans les séries, tu sais, on voit tout le temps des ados tourmentés ou en détresse. Tu sais, là, tu m'as parlé de rébellion, mais tu sais, la crise d'adolescence, on voit aussi souvent l'adolescent qui se replie sur lui-même, très renfrogné. Oui, ben c'est ça. Il peut avoir le vice-versa, justement. Exactement. Hein? Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on a comme idée, c'est vraiment cette espèce d'adolescent qui était un enfant tout à fait normal et que là, tout d'un coup, se met à agir différemment, que ce soit dans l'extraversion, donc de se rebeller ou quelque chose, ou dans l'introversion, de se retourner sur lui-même et de s'informer dans ses jeux vidéo, par exemple. C'est un autre cliché qu'on a des fois. Et il y a même des médecins, des spécialistes de la santé et même des adolescents, si on leur pose la question, vont répondre que l'adolescence, oui, c'est une période mouvementée et stressante. Mais qu'est-ce que les études disent, Maxime? Ben, en fait, comme dans n'importe quel mythe qu'on a abordé, il y a une part de vrai. Puis c'est pour ça que les mythes s'enracinent bien aussi. Hein? C'est parce que il y a toujours un fond de vérité. Puis dans les études américaines, il ressort que les adolescents ont effectivement plus de chances de vivre des difficultés dans 3 domaines distincts. Donc ces 3 domaines-là, c'est les conflits avec les parents, qui est souvent celui qu'on entend le plus, je crois. Pourtant, malgré ma rébellion, moi, j'ai pas eu de conflit avec mes parents. Non, je dirais que ça s'est bien passé à ce niveau-là. En fait, je pense que mes parents m'ont accompagné, m'ont accepté dans cette crise-là. Là. OK, c'est très intéressant. Ouais. Fait que ce domaine-là, pour toi, n'a pas posé problème. Non, deuxième. Deuxième domaine, l'instabilité de l'humeur. Ça, je pense que ça fait partie de mon quotidien. Ouais, c'est pas l'adolescence. C'est la grosse joie ou la grosse peine, un peu du drama queen, mais gars, ça fait partie de ma personnalité. Je pense qu'on m'aime pour ça. On t'aime pour ça, bon, absolument. Ça. Voilà, on continue. Troisième. Les comportements risqués, donc consommation d'alcool, consommation de drogue, prendre des risques. Malheureusement, je n'irai pas dans les détails, mais oui, je pense que j'ai été le jeune qui a eu quelques comportements, à risque. À risque. La recherche de sensations fortes, je pense, ça fait partie de la crise d'adolescence. C'est un trait de personnalité, la recherche de sensations fortes, qui descend après 20 ans à peu près, qui commence à descendre pour les gens qui l'avaient très, très fortement. Okay. Ouais. Ah, le cours de théorie de la personnalité. Mais ces études-là, ce qui démontre surtout, bon, là, je t'ai dit que les adolescents ont plus de chances d'avoir des difficultés dans ces 3 domaines-là. Par contre, les études, ce qui démontrent surtout, c'est que l'adolescence peut amener des difficultés chez certains adolescents seulement. Donc ça, c'est très important. En fait, les recherches montrent que les difficultés que je viens de nommer seraient vraies pour environ 20% des adolescents. Donc, 20 %, c'est quand même un adolescent sur 5. On parle pas de quelque chose qui est rare non plus, mais on parle quand même que c'est la majorité qui ont des humeurs qui sont généralement positives, des relations harmonieuses avec leurs parents et leurs pères. Là. Fait que, tu sais, c'est pas non plus la majorité des adolescents qui sont en crise. C'est plus une construction sociale que d'autres choses. Il semblerait que oui. Il y a un fond de vérité dans le sens que c'est vrai qu'il y a plus d'adolescents qui vivent ce genre de problème-là que dans le reste des tranches d'âge. Mais c'est quand même pas la majorité des adolescents. C'est ça qu'il faut garder en tête. Puis je terminerai par quelque chose que je trouve, moi, très intéressant quand j'ai lu sur ce mythe-là. Savais-tu que ce qu'on appelle la crise d'adolescence, ça serait plus fréquent dans les pays occidentaux que dans les pays orientaux? On dirait que ça m'étonne pas. Ben, j'étais pas étonnée non plus, mais je trouvais ça intéressant. Ben, merci, Annie. C'était toujours un plaisir. Alors, merci, Annie, la scientifique. Et maintenant, on continue en musique. Je dédie cette chanson à notre notre deuxième co-animateur. Notre acolyte qui n'est pas là aujourd'hui. Josiane Falardeau, cette chanson est pour toi, malgré ta petite grippe. J'espère que tu pourras danser un peu. Alors, je vous fais écouter Portugal de Men et il vous chante Feel It Still, ici à Chiz 94.3. Voici la musique dansante de la journée. Bonne journée tout le monde! Let me kick it like it's 1986.
Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa à Chiz 94.3. Je pense que j'étais un petit peu déconcentré. Ben oui. Alors, vous devriez voir Annie danser en studio sur cette chanson. Ah, je l'ai trouvé fantastique, la chanson. Ben, moi aussi, je l'aime bien. Alors, voilà, on essaye de bien partir votre journée à Bonheur et vice-versa. Et maintenant, c'est le temps de la chronique Bonheur de la journée. C'est le moment de prendre une pause de ton quotidien. C'est le moment de te faire du bien. Chronique Bonheur et vice-versa. Alors, à chaque semaine, on essaie de vous informer le plus possible sur le monde de l'orientation et de la relation d'aide. Et cette semaine, encore une fois, à cause de Josiane, on a dû se retourner de bord en 2 secondes. Josiane nous aide beaucoup à travailler notre improvisation. Elle nous sort de notre zone de confort. Tout le temps. Alors, qu'on l'a. Ça tombe bien parce que j'avais plein de choses à vous dire. Bon. En fait, il se passe plein de choses dans le monde de l'orientation. Premièrement, cette semaine, il va y avoir un événement en lien avec l'Université Laval et pour les étudiants, en fait, en sciences de l'orientation de l'Université Laval, puis aussi pour tous les professionnels du monde de l'orientation. On parle du symposium étudiant du Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation et la vie au travail, mieux connu sous le nom de... Crivat! Le Crivat. Alors, le symposium étudiant va avoir lieu le 22 et le 23 mars prochain, c'est-à-dire cette semaine, jeudi et vendredi. Et il aborde cette année la thématique de « Partageons nos savoirs, nos pratiques pour mieux vivre en société ». Oh. Alors, voilà la thématique de cette année. Pour cette édition-là, le symposium est en collaboration avec l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie. C'est la première fois qu'on a cette association-là, ce qui donnera peut-être une teinte, une couleur particulière justement au symposium cette année. Et ce symposium-là, il est bilingue et est ouvert à toute la communauté universitaire et aux praticiens francophones et anglophones. Il va y avoir justement une trentaine, en fait, de communications orales et par affiche lors de la journée de vendredi. Et le tout commence jeudi soir cette semaine par un 5 à 7 avec une conférence qui va être donnée par le professeur Réginald Savard de l'Université du Québec à Montréal, ayant pour thème le counseling de carrière et la psychothérapie, un point de bascule. Oh, très intéressant, très dans l'air du temps aussi. Exactement. C'est un sujet qui est vraiment, qui va vraiment être prisé, je pense, par les étudiants en orientation parce que vraiment, on en parle beaucoup, du permis de psychothérapie. La fameuse loi 21. La fameuse loi 21. Donc, je crois que le symposium du Crivat a vraiment frappé fort avec cette conférence d'ouverture. J'y serai si vous voulez voir ma belle face. Alors, ça va être le jeudi de 17h à 19h à la salle Le Cercle au pavillon Alphonse Desjardins au local 4512. Si vous voulez avoir des informations, puis que j'ai parlé un peu trop vite comme d'habitude, vous pouvez aller au symposiumétudiantcrivat.com. On peut aussi mettre certaines informations sur notre page Facebook. Je pourrais mettre ce site-là, je pense. On pourrait mettre le site sur notre page Facebook. On va faire ça. Une annonce maintenant que je vais faire sur le monde de l'orientation, c'est pour nos collègues de la clinique de counseling et d'orientation. Oui, on vous salue. De l'Université Laval. Bonjour, bonjour. Ils sont venus avec nous faire une émission complète au mois de février, je pense. C'est ça? Hein? Oui. Et là, Marie-Claude Gagnon. Avec leur gourou. Oui, avec leur gourou. T'avais appelé leur gourou à l'époque? À l'époque, c'était en février, c'était pas très loin. Alors, bonjour Marie-Claude. Marie-Claude aurait aimé qu'aujourd'hui, on fasse un petit peu de promotion pour l'un des ateliers qui se donnent prochainement, puis ça nous fait plaisir aujourd'hui d'en parler. Alors, des nouveaux ateliers vont avoir lieu en mars et en avril et la thématique, c'est la prévention du harcèlement psychologique. Donc, c'est un atelier qui est en collaboration avec le Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement, le CPIMH. Donc, étant donné que cet atelier-là est en collaboration avec cet organisme-là, cet atelier-là, il est réservé pour les étudiants et les étudiantes de l'Université Laval seulement, de tous les cycles confondus. Il faut quand même s'inscrire. Il faut s'inscrire donc par téléphone au 418-656-3191 ou par courriel cliniquecounseling@fseulaval.ca. J'ai justement publié une annonce hier ou avant-hier sur la page Facebook de Bonheur et vice-versa si vous voulez avoir toutes ces informations-là. Et les ateliers vont avoir lieu les mercredis 28 mars et 4 avril et un autre groupe mercredi 28 mars et 4 avril, mais le soir. Donc, il y en a le matin et le soir, pendant 2 mercredis. Ah. C'est clair ce que j'ai dit là? Moi, je t'ai très bien suivi. Bon, alors on vous invite à vous inscrire. Moi, présentement, je fais cette formation-là. J'ai mon 2e cours justement ce soir. Okay. Très, très, très pertinent. Côté théorique, côté pratique, et on apprend à devenir un peu des... Tu veux dire que c'est pertinent sur les deux côtés ou qu'il y a les deux côtés? Il y a les deux côtés, c'est pertinent sur les deux côtés. OK. Puis on apprend à devenir des témoins actifs, donc pouvoir intervenir. C'est tellement pertinent parce que justement, tu sais, là, on voit plein de vidéos, c'est très dans l'air du temps, ça aussi, tout ce qui est harcèlement psychologique et tout ça, mais
mettons qu'on envoie, on sait pas quoi faire quand on est témoin. Ben, c'est exactement, en fait, on nous habilite. Habilité, ouais. C'est ça. Alors, on nous donne la formation nécessaire pour être capable au moins de les reconnaître et aussi d'intervenir, c'est-à-dire de pouvoir accompagner la personne dans son processus, soit pour aller chercher de l'aide, soit de counseling ou de relation d'aide, ou même pour aller porter plainte. Mais écoute, je te félicite, Maxime, de suivre cette formation-là. Je pense que ça va faire de toi un meilleur citoyen. Oui, exactement. Et finalement, je vous parle rapidement du, prochain colloque de notre ordre, des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Le prochain colloque aura lieu le 30 mai jusqu'au 1er juin et ça dure, dans le fond, 3 jours. C'est à Saint-Hyacinthe, au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Et en fait, le colloque a lieu à tous les années. Cette année, le thème, c'est s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Très bon thème, je l'aime beaucoup, l'idée. Je pense que c'est une bonne idée parce que comme on apprend beaucoup en orientation, puis les gens aussi, je pense, en général, peuvent en témoigner, notre société est en constante évolution et avec la technologie, on voit que le monde du travail change énormément. Donc, autant les conseillers d'orientation que la clientèle doit s'ouvrir à de nouvelles perspectives pour être capable de mieux évoluer dans ce monde du travail changeant. J'écoutais une vidéo hier de notre collègue CEO, Mathieu Guénette, qui disait justement dans son quand il a été interrogé que beaucoup des jeunes prennent des décisions en ce moment pour des emplois qui n'existent même pas encore. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'emplois quand ils vont se ramasser sur le marché du travail qui, en ce moment, n'existent pas au moment où ils font leur choix de carrière. Exact. Donc, il y a c'est quand même tout un défi, là, s'orienter dans un métier que tu sais pas qui va exister encore. Et les conseillers d'orientation, sont in. Alors, on est ouvert à cette perspective-là. En fait, on est ouvert à tolérer le flou de cette perspective-là. Exactement. Alors, ce colloque va accueillir plus de 650 conseillers d'orientation. En fait, notre présidente de l'Ordre, Josée Landry, sur son petit mot qu'elle met sur le site du colloque, disait que c'est l'un des colloques où il y a le plus de participants d'un ordre professionnel. Donc, vraiment, les conseillers d'orientation, nous sommes engagés. Si vous voulez avoir les informations sur le colloque, les étudiants qui nous écoutent présentement, si vous êtes étudiant associé, eh bien, ça vous coûte beaucoup moins cher. C'est 160 à l'inscription, comparativement à quasiment 200 ou 300 $ pour... 300, si je me trompe pas, j'ai pas regardé encore. Alors, vous avez un prix, là, quand même, qui est rabais pour les étudiants qui sont associés. Puis en plus, c'est le fun. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le jeudi soir, il y a une soirée dansante. Oh! Alors, pour ceux qui pensaient que les conseillers d'orientation ou dans les colloques, plutôt, c'était super sérieux, puis que c'était juste des conférences, puis on était assis toute la journée à écouter. Non, c'est vraiment dynamique. Il y a un salon des exposants le jeudi après-midi. Ensuite, il y a un party le soir dansant. Je pense que ça va être le fun. Moi, je vais être présent, du moins. Alors, on vous invite à aller voir sur la page du colloque, puis je vous mettrai aussi le site Internet là, sur la page de Bonheur et vice-versa. Moi, je pense que c'est toujours pertinent de tout mettre sur notre page Facebook. Exactement. Et maintenant, c'est là qu'on donne l'info. Après la pause musicale, Annie, on reçoit Simon Vivier ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et maintenant, on s'en va en musique avec Elderbrook. Vous écoutez Cold à Chiz 94.3. Went on for just a little too long. Went wrong when you had to give up your gun. No change, the only thing that you should. It's okay if you wanna switch up, you could. 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 My head is numb, we're sharp, we're dumb, and I see myself in this. Too far it seems you don't agree, 'cause you need your place in this. Went on for just a little too long. Went wrong when you had to give up your gun. No change, the only thing that you should. It's okay if you wanna switch up, you could. If you wanna switch up, you could.
switch up, you could. These cards we deal, they're old, so still I see myself in this. If you must walk in like that again, you've got no place in this. Went on just a little too long. Went wrong when you had to give up your gun. No change, the only thing that you should. It's okay if you wanna switch up, you could. If you wanna switch up, you could. If you wanna switch up, you could. Switch up, you could. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa à Chiz 94.3. Maintenant, c'est le moment favori de l'émission, à moi puis Annie, je pense à tout le monde. On s'en va en entrevue avec Simon Vivier. Un brin de jazzette, des découvertes et vice-versa. Voici notre invité bonheur de la semaine. Alors, notre invité bonheur de la semaine, Simon Vivier, PhD, CO, professeur adjoint et membre régulier du Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation et la vie au travail, est avec nous présentement. Bonjour Simon. Bonjour à vous deux. La présentation est longue, il y a beaucoup de choses à dire. Apparemment, c'est la culture dans le monde universitaire. Un homme occupé. Plus t'as de titres après ton nom, plus t'es crédible. Oui, c'est ça. En tout cas. On est vraiment content justement de te recevoir parce que, oui, t'as beaucoup de crédibilité, puis je pense qu'auprès des étudiants en sciences d'orientation, t'es un professeur qui les touche beaucoup, qui les interpelle. Tes cours sont pertinents, donc je sais qu'aujourd'hui, on a sûrement beaucoup d'étudiants qui sont à l'écoute parce que quand j'ai posté la publicité que tu allais être à notre émission aujourd'hui, on a eu beaucoup de likes. Bon, Facebook, c'est la vie, hein? Fait que Facebook, c'est la vérité, je dirais. Oui, exactement. Alors, bienvenue. On est content que tu aies accepté notre invitation aujourd'hui. Merci de votre invitation. Je pense qu'Annie, tu voulais commencer par dire quelque chose à Simon. Oui, en fait, pour introduire son sujet, je voulais dire, moi, dans le fond, comme je l'ai déjà dit en ondes, moi, je viens du monde de la psychologie. Mon bac est en psychologie. Puis en venant en orientation, je pensais de façon très préjugée, que j'allais faire de la soft psychologie, que ça allait être comme plus doux vu qu'on parlait du monde du travail et tout ça. Et quelle ne fut pas ma surprise, à force d'avancer dans mon domaine en orientation et maintenant que je fais de la pratique privée, de voir que mes clients, les gens, peuvent vivre des réelles souffrances par rapport à leur travail qui finalement peuvent empiéter sur tout le reste de leur vie. Et ça m'a vraiment surpris. Puis c'est pour ça que je mets l'emphase là-dessus parce que je trouve que le sujet que notre invité va parler aujourd'hui, c'est tellement pertinent. On parlait au niveau social tout à l'heure, mais même, moi, je le vois dans ma pratique aussi. Parce qu'on l'a annoncé en début d'émission, Simon, ta spécialité ou en fait ton sujet chouchou de recherche, c'est la souffrance identitaire de métier. On va en parler un petit peu plus tard dans l'entrevue. Premièrement, j'aimerais ça que tu commences par peut-être juste te présenter. Qui es-tu, Simon Vivier, à part tous les titres que j'ai déboulés tantôt en début d'entrevue? Oh, qui suis-je? Par où je le prends? Je vais commencer par mon titre. Ouais. Demande pas ça à un spécialiste de l'identité. Oui, c'est ça. Je sais pas trop par où le prendre. Mais écoute, je suis professeur ici depuis 2014. J'ai fait mes études ici en psychologie aussi. Puis j'ai bifurqué vers l'orientation. J'ai donc la maîtrise... c'était stage et il n'y avait pas possibilité de faire stage et mémoire à l'époque, mais je l'ai fait pareil parce que je m'intéressais à la recherche.
Donc, j'ai eu le bonheur d'être engagé. Là, pour avoir des postes de prof, il faut être à la bonne place au bon moment. J'ai eu cette chance-là. Puis, voilà. Donc, je suis professeur dans ma vie au travail. Puis, évidemment, comme tout le monde, j'ai ma vie personnelle. Je fais de la musique en dehors. Oui, on va en parler ça tantôt aussi. T'as une deuxième vie. Ouais, j'ai ma petite famille. Super. Mais je dirais, comme prof, tu faisais référence au fait que les étudiants appréciaient, dans le fond, que j'arrivais à les toucher, ce qui est vraiment un feedback le fun à recevoir. Parce que... c'était pour ma part aussi, mais les collègues qui étaient avec moi, exemple, dans mon premier cours que j'ai eu avec toi pas d'intervention de groupe, mais groupe restreint. C'était le fun d'arriver devant un professeur un peu plus jeune, dynamique, qui avait l'air vraiment passionné par sa matière. Puis je pense que c'est ça qui nous interpelle aussi. Oui, en fait, si j'avais un qualificatif à me donner, là, mettons qu'on veut qualifier mon identité au-delà du professeur, là, mais je pense que je m'auto-qualifierais peut-être l'adjectif d'engagé, le terme d'engagé dans ce que je fais. Je suis passionné, effectivement. Quand on te suit justement sur ta page professionnelle sur Facebook, on voit que tu es quelqu'un d'engagé justement au niveau dans ta pratique puis aussi socialement. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Ça traverse ça traverse l'ensemble de mes sphères de vie, je dirais là. Puis tu sais, j'ai la possibilité comme professeur de travailler dans un champ qui contribue qui contribue, je dirais, au mieux-être de la société. Là. Puis quel est-il ce champ, justement, pour les gens qui ne te connaissent pas à la maison? Moi, je travaille en santé mentale au travail, là, et avec une approche qui considère qu'on pourrait qualifier de psychosociologique. Là, c'est qu'on est à la fois à l'interface entre l'individu, les affects, mais aussi le collectif. Comment les collectifs se créent en milieu de travail, quel genre de relations sociales les gens ont, et éventuellement, comment le travail est organisé. Parce qu'en fait, oui, c'est la santé mentale au travail, mais c'est surtout comment le travail contribue à la santé mentale. Via, entre autres, l'identité, là, on pourrait en reparler, mais c'est comment le travail contribue soit à construire la santé mentale ou encore à la dégrader. Fait que forcément, le travail étant une institution là, dans la société, forcément, il faut s'intéresser, de mon point de vue, selon mon approche, aux dimensions politiques et sociales dans lesquelles se construit le travail, finalement. C'est le fun d'entendre ça parce que notre émission, En Bonheur et vice-versa, ce qu'on fait depuis maintenant 13 ou 14 émissions, puis qu'on va continuer, j'espère, encore longtemps, c'est d'essayer de démystifier le monde de l'orientation et présenter les conseillers d'orientation dans tous les milieux, dans tous les secteurs, dans toutes les avenues. Puis là, on se rend compte que justement, un conseiller d'orientation, c'est pas seulement au niveau justement comment dire ça, d'accompagner les gens dans leur démarche de recherche d'emploi, mais justement, c'est aussi en étant chercheur et en essayant de justement avoir une utilité sociale puis d'aider le travailleur, mais à un autre niveau. Donc, le travailleur qui est en emploi, justement, puis qui vit de la souffrance au travail. Oui, tout à fait. Puis, Annie référait à sa pratique privée tout à l'heure. Moi, j'ai des collègues conseillers d'orientation qui n'ont qu'une pratique privée qu'avec des gens qui vivent des difficultés dans leur travail, qui amènent effectivement une grande souffrance, qui peut les amener à se réorienter. Fait que c'est sûr qu'il faut être familier avec ces phénomènes-là, puis voir quelles sont les racines de cette souffrance-là qui peut être vécue par les personnes qu'on reçoit dans notre bureau. C'est un rôle qui, effectivement, socialement, on est à l'interface entre l'éducation, le travail, les personnes, la société. Fait qu'on est vraiment dans une interface, un rôle qu'on peut occuper dans différents secteurs. Fait que votre émission est vraiment pile dans... Je trouve ça intéressant de faire connaître la diversité des emplois, des fonctions, des rôles qu'on peut occuper en orientation. En fait, ça nous surprend nous-mêmes depuis qu'on est en train de faire cette émission-là. Oui. C'est plus diversifié encore que ce que nous, on avait imaginé au début. Là. Il y a des gens qui nous écrivent puis comme « Ah ouais, tu fais ça, toi, c'est bien intéressant. » Oui, c'est ça. Puis, si tu nous parlais peut-être plus vraiment du sujet de recherche qui t'anime présentement, je crois que c'est ta recherche avec les enseignants qui est peut-être plus... de l'avant présentement? En fait, j'ai travaillé depuis 2008-2009. Oui, je travaille avec le personnel scolaire. On a mené une recherche avec ma directrice de thèse à l'époque, Marie-France Maranda, sur la prévention des problèmes de santé mentale du personnel scolaire. Oui, des enseignants, mais c'était aussi des directions du personnel de soutien, du personnel professionnel. Puis on essayait de voir comment on pouvait prévenir les problèmes de santé mentale au travail par
une réorganisation du travail. L'objectif, c'était finalement d'identifier ce qui, dans l'organisation du travail, fait problème et génère de la souffrance pour les personnes. Parce qu'on entend beaucoup parler des enseignants, mais c'est ça, ils ne sont pas les seuls à vivre de la souffrance dans les milieux scolaires. Là. Absolument pas. Puis, on le voit du côté du personnel de soutien. Puis, ce qui caractérise leur souffrance, c'est beaucoup la déconsidération professionnelle. C'est là justement que c'est intéressant de prendre en compte l'organisation, l'institution de l'organisation, comment c'est fait, comment c'est structuré. Si c'est pas juste un corps de métier qui a des problèmes, c'est parce qu'il y a un problème plus haut, là. Oui, tout à fait. C'est un peu ça qu'on se dit. Oui, tout à fait. Puis en fait, c'est sûr qu'avec la théorie que je mobilise, qui est la psychodynamique du travail principalement, là, pour nous, on a comme prémisse théorique que le travail, comme activité de travail, permet de se construire. Permet de construire aussi le monde dans lequel on vit, tu sais. Fait qu'à partir du moment où les gens n'ont pas la possibilité de se construire, ben forcément, ça va engendrer une certaine souffrance, une dégradation de la santé mentale. En ayant cette passion-là ou cette vision-là, justement, du monde du travail, lorsque tu as vu dans les médias sortir l'histoire des infirmières, j'imagine que tu n'étais pas surpris. Ben absolument pas. En fait, on parlait du secteur scolaire auquel je me suis intéressé. J'ai fait ma thèse avec des CO, mais on voit beaucoup dans le milieu de la santé, dans les métiers relationnels. J'ai co-dirigé un ouvrage sur les métiers de la relation. Puis, il y a plusieurs textes qui analysent justement les sources de difficultés au sens large, mais entre autres de souffrance des métiers de la relation. Les infirmières sont un métier de la relation. Dans ce travail de care-là, de prendre soin des autres, dans un contexte où l'organisation du travail table sur des chiffres pour dire les choses de manière extrêmement schématique. Là. C'est simplifié à l'extrême, mais c'est dur à vivre. Là. Et on se retrouve beaucoup dans le milieu de la santé, mais ça s'en vient aussi en éducation avec un type d'organisation du travail où on est dans la chasse au temps mort, où on est dans la chasse à tout ce qui pourrait paraître improductif. Et donc, ça vient en quelque sorte à contresens de l'éthique du care, de l'éthique du prendre soin. Mais ça crée un paradoxe où on t'a formé à prendre soin des gens. Exact. Et là, t'arrives dans ton travail et on te demande d'être productif et de voir un peu les gens comme des numéros. Oui, exactement. C'est un peu ça qui crée une espèce de... Mais ça marche pas ensemble. J'arrive pas à dire ce que je veux dire. Là, non, mais ça marche pas ensemble. Ça marche pas ensemble. Tu sais, des entretiens, des visites, par exemple, qui sont chronométrées, prendre une prise de sang, il faut que ça te prenne tant de temps. Si ça dépasse, mais la personne en face de moi, là, elle vit une situation vraiment difficile. Elle est en train de pleurer. Va-tu falloir que je parte? Puis, fait que c'est ou elle a peur des piqûres, exemple. Ou elle a peur des piqûres. Ouais, puis la majorité, pas la majorité, mais il y a une grande, je sais pas combien de pourcentage, je veux pas parler pour eux, mais il me semble qu'il y a beaucoup d'infirmières qui partent dans cette profession-là pour aider les gens, justement, pour être à leur écoute, puis de pouvoir justement leur apporter une aide, un accompagnement. Puis je crois que c'est ça qui est décrit. Ils n'ont pas le temps de faire ça. Exact. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai un de mes professeurs qui a dit dans un de nos cours que présentement, il y avait un taux moindre d'infirmières, d'inscription dans les programmes d'études pour les infirmières. Ouais. Donc déjà là, ça a un impact. Puis là, dans le fond, ça déboule. S'il n'y a plus d'infirmières qui s'inscrivent dans les programmes pour devenir infirmières, il y aura de moins en moins d'infirmières. Donc le problème va ne faire qu'empirer, ben oui. Ben oui, puis c'est la même chose peut-être pour les professions justement comme l'enseignement. Les gens voudront plus aller professeurs. Tu me reprendras si je me trompe, Simon, là, mais je pense que dans l'enseignement, c'est un des métiers où il y a le plus grand taux d'abandon dans la première année de pratique. Oui, en tout cas dans les 5 premières années, là, c'est à peu près le quart des enseignants qui décrochent. Puis il y avait, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Il y avait un papier qui est sorti récemment, je me rappelle plus trop où, mais c'était dans les journaux là, récemment. Quelqu'un qui écrivait, je pense que c'était un enseignant qui disait. C'est un témoignage qui disait, grosso modo, moi, j'abandonne la profession, mais quelqu'un qui lui a dit, ouais, mais t'abandonnes ta profession, comment ça? Puis il dit, non, j'abandonne pas ma profession. C'est la profession qui m'a abandonné. Je l'ai lu, oui. Okay, mais je trouve que la formule est forte parce qu'effectivement, reprends l'exemple des infirmières. L'idée, dans le fond, d'aller prendre soin des gens, puis d'aider, puis de contribuer finalement à leur rétablissement, puis à leur confort, puis etc. Quand t'as pas la possibilité de l'exercer, c'est ça la souffrance identitaire de métier dont on parle, là. Quand tu n'as pas la possibilité de l'exercer, ben là, ça amène une dégradation. Puis la majorité des gens, dans le fond, quand on parle de souffrance identitaire de métier, c'est que la majorité des gens, je pense, aiment leur métier, puis c'est pas parce qu'ils l'aiment pas qu'ils sont plus capables ou qu'ils quittent la profession, c'est parce que justement la profession les quitte, puis
vivent de la souffrance au travail. En fait, de ce que je comprends, c'est ça la souffrance identitaire de métier. Exact. C'est je suis allée dans un métier que j'aime, mais on me laisse pas la possibilité de le faire comme j'aimerais le pratiquer. Exact, tout à fait. C'est exactement ça. Fait que c'est vrai pour les infirmières, c'est vrai pour les enseignants. C'est peut-être vrai dans d'autres secteurs, mais c'est 2 secteurs très, très forts. Là. Est-ce qu'il y a un secteur autre que tu aimerais investiguer avec tes recherches? Ben, pour le moment, honnêtement, c'est pas dans mes plans. Là. Mais tu sais, ça pourrait se faire... Est-ce qu'on peut avoir un scoop sur tes prochains sujets de recherche? Ben, en fait, je m'intéresse beaucoup à... une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'il y a de la souffrance identitaire de métier, comment, dans le fond, au-delà des solutions individuelles qui est de prendre différents moyens pour essayer de survivre à travers tout ça, puis de trouver son bonheur, puis ou encore de quitter, typiquement là, le retrait, finalement, jusqu'à quitter la profession, quitter son métier. Est-ce qu'on peut trouver des manières de répondre collectivement comme métier, finalement, à une organisation qui nous permet pas de l'exercer? Mm-hmm. C'est vrai pour les CO en milieu scolaire, mais c'est vrai pour plein d'autres professions aussi. C'est à surveiller? Oui, c'est à surveiller, mais c'est un champ, de mon point de vue, qui est vraiment à développer, puis c'est ce que je veux faire dans les prochaines années. Ça passe tellement vite, l'émission, Simon. Souvent, on n'a pas le temps de toucher tous les sujets. Là, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de parler de ta deuxième vie, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Cette semaine, quand j'ai écrit à M. Vivier pour, en fait, lui demander sa chanson Bonheur de la semaine, il m'a parlé de sa deuxième vie, et là, j'ai été surpris. J'avais déjà vu des photos de toi, puis là, je me disais, ben là, il doit avoir une deuxième vie, justement. Il a l'air d'avoir un instrument dans les mains, mais finalement, oui, tu es musicien. Oui, je suis musicien depuis que j'étais adolescent, en fait. Là. Okay. Puis, ça a été une source d'investissement très, très, très forte là, dans ma vie. Là. Mm-hmm. Puis j'ai continué à faire de la musique et j'en fais encore aujourd'hui avec... Tu trouves le temps à travers ta carrière de professeur? Il me semble qu'on a l'image des professeurs qui se donnent corps et âme du matin au soir. Ben, tu sais, j'ai de mes collègues qui font beaucoup de sport, qui sont tout le temps dans le sport. Moi, je dis tout le temps, c'est ma game de hockey. Là, okay. Et tu joues de quel instrument? Moi, je joue de la batterie. Je joue un peu de guitare, mais dans les groupes dans lesquels je joue de la batterie. Oui, puis tu as fait partie de quelques groupes au cours de ta vie de musicien. Oui, effectivement. MAP, ouais. C'est bien ça, jusqu'en 2008. Charlie Foxtrot. Oui, Charlie Foxtrot. Ouais. Et maintenant, tu es dans le groupe Ashigan. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut faire écouter un extrait aux auditeurs? Oui. Oui? OK, oui, super. On part avec ça. Ouais. On écoute, c'est laquelle déjà? Le Port Sale. Exactement, le Port Sale. Voici ce que Simon Vivier joue comme musique. Parce que le port est un sale qui relève du fédéral. C'est sûrement pas de sa faute s'il pleut du métal. Il nous explique des évidences, on appelle au bon sens pour convaincre les citoyens que le port fait le bien. Alors, c'est pas ce qu'on est habitué à Bonheur et vice-versa, du punk rock. Même que je suis vraiment impressionné que c'est ça que tu fasses comme musique. Ouais. Ça sonne un peu comme du extérieur. Ouais. Oui, ben en fait, on était sur le même étiquette de disque extérieur. Okay. Je connais bien le chanteur Jesse Fuchs qui est comme propriétaire de ça. Là. Mais oui, c'est dans les mêmes styles. Là. Ça doit être libérateur de faire ce genre de musique-là. Oui, j'adore. Vraiment, là, oui, c'est une... J'ai arrêté pendant quelques mois là, de faire de la musique et sur une base quotidienne, puis j'ai engraissé. Là. Je me suis dit, c'est mon activité physique. Il faut recommencer. Ouais, il faut recommencer. Est-ce qu'on peut suivre l'évolution de ce groupe-là quelque part? Oui, ben on a une page Facebook. Là. C'est rendu comme ça apparemment qu'on rejoint le monde. Oui, on va te suivre sur la page de Ashigan. Merci beaucoup, Simon Vivier. Ben, merci à vous deux. Est-ce que tu aurais une annonce à faire pour un événement quelconque que tu participes? Ben en fait, le symposium étudiant, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure. Oui. Évidemment, je vais être là. Je suis impliqué au CRIEVAT. Donc, on espère que les étudiants et étudiantes en orientation seront répondre à l'appel le 23 et 24 mars prochain, jeudi et vendredi. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vous pour l'invitation. On continue avec ta chanson Bonheur de la semaine que tu offres aux auditeurs. Quelle est-elle? C'est la chanson, et je suis pas capable de dire le titre, mais c'est une chanson d'Against Me. Ouais. Born... On the FM Waves of the Heart. Yes! Wow, merci magnifique Annie. chanson. On écoute ça à Bonheur et vice-versa à Chiz 94.3. Merci. What happens when the summer's over?
Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. C'était la chanson Bonheur de Simon Vivier, notre invité de la journée. Une chanson de Against Me. Ça faisait un peu différent que notre habitude. Et maintenant, c'est le temps de notre chronique bimensuelle avec nos collaborateurs chouchous. On a Émilie Gaudreau du Splore. Bonjour. Besoin d'aide pour trouver un stage ou un emploi? Découvrez l'effet SPLA. Alors oui, le service de placement de l'Université Laval est devenu notre collaborateur chouchou parce que à toutes les 2 semaines, on reçoit vraiment des personnes, des professionnels passionnés et pertinents. Absolument, des sujets variés, des personnes variées. En fait, on n'a jamais la même personne 2 non, fois. C'est ça, on fait des belles rencontres. Poirier. À part M. Poirier, mais sinon on fait des belles rencontres toutes les semaines. Alors cette semaine, on a Émilie Gaudreau qui est avec nous. Bonjour Émilie. Bonjour. Bienvenue sur nos ondes. Merci. Est-ce que c'est ta première fois à la radio? Première fois. Oh yeah, on aime ça! On sort les gens de leur zone de confort. Oui. Ça fait toujours, en fait, des belles expériences. Tu vas peut-être surfer comme nous sur une petite vague là, pour le reste de la journée par la suite. Oui, puis on développe des nouvelles compétences. Exactement. Et c'est le sujet. Le lien. Le lien, c'est le sujet de la journée. On parle, en fait, dans le fond, peut-être que la personne qui nous écoute à la maison a plus de compétences qu'elle le pense. Et c'est une de tes spécialités, je pense, au sein du service de placement de l'Université Laval. Bien, au service de placement, dans le fond, on entend souvent des gens qui viennent nous rencontrer puis qui se disent je suis à la recherche d'un stage, d'un emploi, mais j'ai pas beaucoup d'expérience. Donc ça, c'est souvent un thème qui revient, mais c'est certain que de prendre le temps puis de réfléchir, de se donner ce temps-là, cet espace-là, de penser à nos expériences qu'on a eues par le passé. Je pense à des emplois étudiants, des emplois de stage, des implications étudiantes également. Il y a vraiment toutes sortes de compétences qu'on a développées à travers ça, donc ce qu'on appelle des compétences transférables. Puis là, on peut parler, en fait, à les étudiants de tous les cycles, hein? Parce que souvent, moi, tu vois, je suis en train de participer sur une recherche qui, en fait, travaille sur les compétences des titulaires de doctorat. Puis souvent, on se rend compte que, justement, les doctorants ne voient pas leurs compétences. Puis ces compétences... À part en recherche. À part en recherche, exactement. Puis ils sont pas capables, justement, de voir les compétences qui vont être transférables dans le milieu, dans le marché du travail. Donc, c'est un problème qui, je pense, touche beaucoup d'étudiants. Oui, parce que souvent, quand on pense à bilan personnel ou bilan de compétences, on a souvent la personne de 40 ans qui veut se réorienter, qui doit faire ce bilan-là. C'est l'image qui monte. Oui, c'est souvent ça à quoi on pense. Mais par contre, ce temps-là de réflexion, bien, c'est super pertinent, ne serait-ce que pour rédiger une lettre de présentation, se préparer en entrevue également, parce que quand on sait ce qu'on a à offrir, c'est quoi nos forces, c'est quoi ces compétences-là, dans quelle direction est-ce qu'on veut enligner soit notre stage ou notre recherche d'emploi, bien, on est beaucoup plus actif puis beaucoup plus ciblé aussi dans sa recherche d'emploi. Donc, c'est gagnant de le faire vraiment à tout niveau scolaire, même à tout moment. Pour vraiment là, pouvoir s'enligner dans la bonne direction. Là. Puis comment on fait pour faire ça? Il y a plusieurs façons de faire. Avec le SPLA, dans le fond, vous pouvez toujours venir nous rencontrer. Ça nous fait toujours super plaisir de vous accompagner dans votre recherche, dans votre réflexion aussi par rapport au marché de l'emploi. On a également développé sur Internet le Webfolio que vous avez accès directement. Tous les étudiants ont accès dans leur SPLA quand ils se connectent avec l'IDUL et le mot de passe. Ce Webfolio-là, il est divisé en 3 sections super intéressantes. Donc, la première section qui est tout ce qui est connaissance de soi. Donc, c'est des exercices qui sont très courts, qu'on n'est pas obligé de faire dans l'ordre nécessairement. Donc, on y va vraiment selon ce qu'on a besoin de rédiger ou ce qu'on sent qu'on a le plus de besoin de travailler. Il y a différentes sections, je pense entre autres aux points forts, aux points améliorés, aux compétences, aux réalisations. Puis les étudiants peuvent travailler là-dessus aussi un peu à temps perdu. Parce que moi, je me souviens, la première fois que je suis allé, j'étais comme, mon Dieu, il me semble qu'il y a du stock. Mais là, je me suis rendu compte que tranquillement, j'y vais quand j'ai une nouvelle expérience. Ou, tu fais une activité de temps en temps. C'est exact. Puis au bout d'un mois ou deux... des fois d'un an ou deux. Ton Webfolio, il est prêt. Puis ça, tu peux le partager, je pense, aux employeurs. On le partage pas nécessairement. Non? C'est plus pour nous, dans le fond. On peut conserver en note les exemples qu'on va mettre. C'est surtout ça qui est intéressant. Après ça, on colle dans notre CV ou une lettre de présentation. Oui, ou on peut se préparer pour l'entrevue. Comment expliquer nos forces? On a toujours la question qualité-défaut, donc comment bien l'expliquer. Puis ça permet aussi de cibler des secteurs d'emploi ou des employeurs même potentiels. Si on se rend compte que dans nos valeurs, ce qui est le plus important, c'est par exemple le secteur communautaire ou l'environnement, on peut ensuite faire une recherche d'emploi ciblée avec ce secteur-là. Donc, c'est intéressant pour vraiment toutes les sauces. Encore une fois, ça aide à mieux se connaître. Puis quand on se connaît mieux, ça nous aide après ça à cibler ce qu'on veut plus. Exactement. Oui, puis dans des domaines, des fois, qui sont un peu plus spécialisés aussi, comme je pense, mais je sais pas, moi, à la biochimie, tu travailles avec les cellules. Des fois, tu vas avoir l'impression que tes compétences sont super spécialisées dans quelque chose, mais que tu peux pas comme les transférer ailleurs. Mais finalement, non. Tu en as développé plein au cours de tes études, la rigueur, la recherche,
recherche, la persévérance, la gestion de projet. La gestion de projet, l'organisation. Tu sais, il y en a plein des compétences qui sont cachées comme ça, même pas cachées en fait, sont vedettes chez toi, mais tu t'en rends pas compte. C'est ça. Donc, travailler sur le Webfolio, ça permet aussi de prendre ce pied de recul-là pour justement voir un peu notre parcours, c'est quoi nos forces, puis se distancier, puis aussi se rendre compte qu'est-ce qui est important sur le marché du travail, parce qu'il y a des choses importantes à l'école, mais après ça, il faut parler aussi le langage des employeurs. Donc, être capable d'expliquer ce qu'on a développé à l'école ou même dans des emplois étudiants. Même si on est chef de corps en restauration rapide, par exemple, on développe la capacité à travailler sous pression, le travail d'équipe, la gestion d'une équipe également. Donc, c'est vraiment plein de belles compétences qui sont aussi transférables. C'est un des nombreux outils que nous offre le service de placement de l'Université Laval. Est-ce qu'il y a d'autres outils comme ça pour nous aider au niveau des compétences? Ben c'est sûr que aussi à travers la rédaction du CV, là, on développe énormément de compétences. Là, en venant, les étudiants rédigent leur CV de leur côté, viennent nous rencontrer. Puis ensuite, nous, on peut travailler aussi à les faire approfondir, là, parce que des fois, ils ont des bonnes idées, mais on peut toujours aller un peu plus loin aussi. Donc, venir nous rencontrer, c'est toujours une belle... Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir rencontrer, en plus, particulièrement un conseiller qui est associé à notre faculté. Comme moi, exemple, pour les étudiants en sciences de l'orientation, je pense que c'est Josine Lemelin qui nous accompagne justement dans toutes ces étapes-là. Puis on peut même aller la voir au 100 rendez-vous. C'est qu'on peut prendre un rendez-vous personnel avec elle ou aller la voir au 100 rendez-vous sur le fly avec son CV. Puis on arrive, puis elle nous donne des petites notes, puis ses impressions. On revient par la suite avec un autre. Fait que ça, elle nous accompagne dans ce processus-là. Puis je pense qu'on le fait pour chaque faculté. Hein? Oui, il y a environ plus d'une vingtaine de conseillers au service de placement. Puis chacun des conseillers est associé à différents programmes, même à l'intérieur des facultés. Donc, par exemple, moi, je suis en sciences et génie. Puis on est une équipe de 7, justement, en sciences et génie qui se répartissent les différents programmes. Donc, c'est super intéressant. Chaque conseiller a vraiment une expertise en lien avec les programmes qui sont associés. Puis, de toute façon, même au centre... T'es une vraie vedette, là. Je suis en train de prendre des photos comme si t'étais une vraie vedette. Puis chaque même, conseiller. Oui, c'est ça. Même au centre rendez-vous, c'est sûr qu'on a des outils également, même si on rencontre des gens qui sont pas dans nos secteurs attitrés, il n'y a pas de problème. On a des outils à l'interne là, qui nous permettent d'accompagner les gens. Là. Puis il y a aussi les analyses de marché qui sont très intéressantes, qui sont disponibles sur Internet. Bien, c'est souvent une question qu'on se pose en tant qu'étudiant. Est-ce qu'il y a du placement dans mon domaine, justement? Puis ça peut rassurer d'être... oui, c'est ça. Ça peut rassurer pour la suite. Là. Exactement. Les analyses de marché, il y en a une de rédigée pour chacun des programmes. C'est rédigé par le conseiller qui est associé justement au programme. Il y a de l'information sur les types d'emplois, des fois qu'on peut occuper avec une formation. Des fois, c'est nébuleux. Comment je fais la recherche, avec quels mots-clés, c'est quoi les employeurs potentiels. Il y a également des statistiques de placement, des statistiques salariales également. Des fois, on se fait poser la question, c'est quoi tes attentes salariales? Bon, on a de l'information pour pouvoir donner justement une espèce de braquette salariale qui est réaliste. Là. Puis, il y avait également une section d'informations complémentaires à la fin, donc des sites Internet super intéressants, pertinents pour le secteur, là, qui peuvent permettre aux étudiants d'aller plus loin dans leur recherche. Donc, il faut utiliser ces services-là vraiment parce que souvent, les étudiants vont... peut-être un peu par procrastination ou par lâcheté. Ou des fois par anxiété. Par anxiété aussi, oui, oui, je vais faire appel. Finalement, il appelle jamais, tout le kit. Tu vois, moi, j'ai pris un rendez-vous avec une conseillère en emploi juste pour poser un petit peu de questions sur j'aimerais ça avoir, en fait, des idées ou un accompagnement pour me trouver un emploi d'été dans mon domaine. Puis, tu sais, sérieusement, on m'a sorti tellement de trucs intéressants que j'aurais pas pensé toute seule. Tu sais, qu'il fallait justement qu'on me montre un peu les bases ou qu'on me donne un petit cue sur quelque chose pour que je sois capable de faire une recherche justement dans le marché caché, puis d'aller voir des sites qui sont peut-être plus spécialisés dans mon domaine, puis les employés en fait du service de placement de l'Université Laval sont là pour ça. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un accompagnement qui est individualisé. Donc, vraiment, on prend le temps avec la personne. Si c'est rendez-vous, c'est une plage d'1 heure qui est associée avec le conseiller. Donc, vous pouvez vraiment poser toutes les questions. Nous, on est là pour ça. Des fois, il y a un premier besoin qui est énoncé, mais c'est toujours d'aller un peu plus loin, de suggérer d'autres outils ou d'autres ressources. On est vraiment là pour accompagner les étudiants dans toutes les étapes de leur recherche, que ce soit un stage, un emploi étudiant, pas du tout en lien avec leur domaine. Même aussi, là, c'est possible d'utiliser nos services pour ça. Il y a également les diplômés qui peuvent avoir accès, là, autant les finissants que les diplômés. Donc, même si on a eu un premier emploi, on souhaite finalement changer, vous pouvez revenir. Il n'y a pas de problème au service de placement. Bien, super. Merci beaucoup, Émilie Gaudreau, pour cette rencontre aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Très éclairant.
Puis moi, j'aimerais conclure justement en disant, rappelez-vous, fait que même si vous pensez que vos compétences sont très, très spécifiques, vous en avez développé d'autres que vous êtes peut-être même pas conscient que vous avez développé, mais que vous pratiquez à tous les jours. Exactement. Ayez confiance en vous, puis aussi aller chercher, en fait, l'aide qu'on vous offre à gauche et à droite sur le campus. Il y en a beaucoup, dont le service de placement de l'Université Laval. C'est grand maintenant. Merci, Émilie. Merci beaucoup. C'est maintenant de la fin de l'émission. C'est déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour Maxime, Annie et Josiane de vous souhaiter du bonheur et vice-versa. 11h55, c'est la fin de l'émission. Bonheur et vice-versa se termine après cette heure de bonheur. Et Maxime, je suis fière de nous. On a bien géré le temps. Ça a été vite quand même, mais on est dans les temps. C'est justement ce que je voulais dire. Je voulais nous féliciter de maintenant être en mesure de bien contrôler cette émission et de rentrer tous ces nombreux sujets aujourd'hui en 1 heure. Et là, est-ce que tu crois que je crie un malheur si je dis qu'on n'a pas eu de problème technique? Hey, touch du bois. On touche du bois. Ouais, parce que là, on n'en a pas eu encore, mais il reste 3 minutes à l'émission, fait qu'on sait jamais. Ça se peut que ça pète. Alors, on va remercier nos invités de la journée. Merci beaucoup à Simon Vivier, qui est venu ici nous visiter, professeur à l'Université Laval en sciences de l'orientation, chercheur, chanteur, non, pas chanteur. Batteur, c'est ça. Il joue de la musique. Alors, on a découvert sa 2e vie aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à Émilie Godreau qui est encore avec nous en studio. Merci, Émilie, du service de placement. Tu peux même rajouter une compétence maintenant à ton CV. Oui, tu peux rajouter maintenant chroniqueuse à la radio. Alors, on espère te revoir peut-être lors de notre 3e saison parce que les collaborations avec le SPLA sont vraiment appréciées. On espère que ça continue longtemps. Merci à toi, chère Annie, de m'avoir accompagnée durant cette heure. Toujours là. Toujours là, c'est vrai, toujours au poste. Toujours Merci de nous avoir parlé, de nous avoir dévoilé que la crise d'adolescence, c'est peut-être plus qu'un mythe qu'une réalité. Plus un mythe, une partie réelle, mais plus un mythe. On vous rappelle que la clinique de counseling et d'orientation offre toujours des ateliers présentement. Vous pouvez aller vous inscrire sur leur, en les appelant ou en leur écrivant à leur adresse courriel. Et toute cette information-là est sur notre page Facebook. Justement, on vous invite à aller aimer la page Facebook de Bonheur et vice-versa. On se donne pour rendre cette page active et attrayante. Alors, allez nous dire un petit coucou. Vous pouvez nous écrire aussi si vous avez des suggestions de chroniques, de chansons bonheur ou peu importe. Si vous voulez venir nous voir en studio. Ben oui, on vous invite. On a souvent, on a eu un invité surprise la semaine passée. Absolument. Donc, si ça vous tente de venir en studio, on aime toujours ça. Nous autres, on n'est pas regardant sa visite. Non, nous, on aime ça quand le party est pogné. Exactement. Alors, dans quelques instants, en fait, voyons. La journée se continue avec les affamés qui prennent, en fait, le contrôle de Chiz 94.3 dans quelques instants. Et on vous souhaite une très belle semaine. La semaine prochaine, tu sais qu'on a... Ah oui, on a Sonia Poulain du milieu organisationnel qui va être là pour venir nous parler de ce milieu que les conseillers et conseillères d'orientation pratiquent. Puis il y en a plein de conseillers et conseillères d'orientation qui pratiquent dans ce milieu-là. Fait qu'on le démystifie la semaine prochaine avec Sonia Poulain. Yeah! Bonne semaine, Annie. Bonne semaine à vous deux. Bonne semaine. Chaque midi, le Guide alimentaire canadien vous recommande de manger 2 portions de fruits et légumes, une portion de viande et substituts, une portion de produits laitiers, mais surtout une grosse portion d'informations. Ça tombe bien, Chiz t'offre l'émission Les Affamés tous les jours en semaine de midi à 13h. Au menu, entrevues, actualités, débats et chroniques. Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Ma? Oui, mon chou? Le groupe prépositionnel, là. Comment je fais pour trouver ça? Ma? Allô, prof. Ma, j'ai besoin d'aide. Oui? En anglais, là, c'est quoi déjà un auxiliaire modal? Auxiliary model. On ne peut pas avoir réponse à tout. Heureusement, il y a Allô, prof. Saviez-vous que Dave Ouellet, alias MC Gilles, fut le premier directeur de la programmation de Chiz? Malgré les conflits intérieurs, l'être humain serait destiné à faire le bien.
et il ne devrait pas craindre la mort.